ça va être bien. Ça se passe pas. Bon. Et de dos et temps, je viens de commencer le stream là. Oui, oui, oui. Et comme d'habitude, à la seconde où je commence, Monsieur a envie de pleurer et d'être chiant. Oui, tu es malheureux, bien sûr. Allez, let's go. Chapitre 12. La magie est puissante. À mesure qu'avançait le mois d'août, la pelouse en friche au milieu du square Grimro s'était desséchée sous le soleil pour n'être plus qu'un carré d'herbe roussie et craquante. Dans les maisons environnantes, personne n'avait jamais aperçu les habitants du numéro 12. Les moldus qui habitaient l'endroit s'étaient depuis longtemps accoutumés à l'amusante erreur de numérotation qui avait placé le numéro 11 à côté du 13. À présent, cependant, le square Grimro abritait des visiteurs qui semblaient très intrigués par cette anomalie. Il se passait rarement une journée sans que une ou deux personnes arrivent sur la place en n'ayant d'autre but, apparemment tout du moins, que de s'appuyer entre les grilles situées devant le numéro 11 et 13 pour contempler la jointure entre les deux maisons. Je suis désolée, mais il n'arrête pas de piétiner. On va faire une pause comme d'habitude. Et bonsoir, Konsuku Salam Z. Je m'occupe du chien parce que, évidemment, avant le stream, monsieur n'a pas envie de faire pipi, n'a pas envie de faire des câlins, ne veut pas manger, ne veut rien faire. Et à minute 1 du stream, monsieur veut tout. Donc je reviens, je me dépêche, faire sortir, tout ça, j'arrive. Et coucou Anna, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'arrive, hein, bien sûr. Et coucou EQ. Salam Z, oui, je t'ai dit bonjour tout à l'heure. J'attends qu'Ethan revienne, bien sûr. On reprendra la lecture. Vous allez bien sinon? Oui, merci à Moana. Ça avance tellement vite. Le temps, ça passe trop vite. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Juste, j'ai proposé avant le stream de sortir, de faire plein de choses. Il n'a pas voulu, évidemment. Et je lance le stream, je commence genre ma lecture. J'ai même pas fini la première page. Que bien sûr, monsieur a voulu sortir, était en train de trépigner partout sur le parquet, à faire du bruit. Donc, super. Super. Évidemment, étant quoi. Et oui, surveiller avec tous ces Pokémon là. Ah, tu reprends demain, Salam Z. Fini les vacances, c'est ça? C'est vrai que j'avais pas capté que oui. Oui, c'est la fin des vacances. Je sais même pas si y a encore une zone qui est en vacances ou pas. Je ne sais pas du tout. Demain c'est la reprise, mais demain c'est le Pokémon présente. Et oui, mais du coup je suis au travail, je suis abattu. Genre je le verrai que demain soir. Un petit peu abattu. Bah, attendez, je vais mettre... je vais mettre comme ça en attendant comme un con que mon chien revienne. Oui. On verra bien en vrai. Attendez, parce que du coup je me suis assis sur la bouillotte. C'est pas non plus. C'est mieux comme ça. Le direct est pile pendant
s'ils vont annoncer un donjon mystère. En vrai, je pense plus pour les DLC. Et j'aimerais bien aussi, c'est pas Pokémon, oh, mais tout ça. Ah, ça y est, les revoilà, je reviens. Ok. Dans la preuve devant, c'est pas là de la semaine, oui, bah du coup, ça va, 3 heures de perme, tu devrais réussir à caler les 25 minutes du live. De la présentation. Blablabla. C'est vrai que le dernier Donjon Mystère c'était un remake, je crois. Le dernier qui est sorti sur la Switch là. Ouais, on verra bien. Bon allez, let's go. Tout le monde est parti au lit, hein, j'espère. On va pouvoir. Non, j'aurais voulu entendre. Non, c'est bon, c'est bon. C'est ok, on est prêt. Let's go. Non mais je parlais des chiens, vraiment. Alors, ces observateurs n'étaient jamais les mêmes 2 jours de suite, mais tous avaient l'air d'éprouver la même attention pour les vêtements normaux. La plupart des Londoniens qui les croisaient étaient habitués aux tenues excentriques et n'y prêtaient guère attention, mais parfois, l'un d'eux jetait un regard en arrière en se demandant qui donc pouvait bien porter d'aussi longues capes pour une chaleur pareille, pardon. Attends, les premiers. Oui, j'espère aussi. Ces visiteurs ne paraissaient pas tirer grande satisfaction de leurs longues attentes. Il arrivait, que l'un d'eux fasse un peu d'un air surexcité, comme s'il avait enfin vu quelque chose d'intéressant. Mais il laissait aussitôt retomber son élan, visiblement dépité. Le premier jour de septembre, les curieux vinrent plus nombreux que jamais. Une demi-douzaine d'hommes vêtus de longues capes se tenaient là, silencieux et attentifs, le regard toujours fixé sur les maisons des numéros 11 et 13. Mais ce qu'ils étaient venus chercher continuait apparemment de leur échapper. Alors que le soir approchait, apportant avec lui, pour la première fois depuis des semaines, une averse de pluie froide très inattendue, survint l'un des inexplicables moments où il semblait enfin avoir aperçu quelque chose d'intéressant. Un homme au visage tordu tendit le doigt et son compagnon le plus proche, un petit homme grassouillet, au visage blafard, se rua aussitôt en avant. Mais un instant plus tard, ils étaient tous deux retombés sur leur habituelle passivité, l'air déçus et contrariés. Pendant ce temps, au numéro 12, Harry venait de pénétrer dans le hall de la maison. Il avait failli perdre l'équilibre en transplanant sur la dernière marche du perron, juste devant la porte d'entrée, et pensa que les manches-morts avaient peut-être aperçu son coude, brièvement exposé. Refermant soigneusement la porte derrière lui, il ôta la cape d'invisibilité, la replia sous son bras et se hâta de traverser le hall sinistre en direction de la porte qui donnait accès au sous-sol. Il tenait à la main un exemplaire volé de la Gazette du Sorcier. L'habituel murmure du Severus Rogue l'accueillit. Il sentit le courant d'air glacé souffler sur lui, et pendant un instant, sa langue s'enroula. « Ce n'est pas moi qui vous ai tué, dit-il, dès qu'il eut repris sa position normale. Puis, il retint
retint son souffle pendant que la silhouette du maléfice explosait. Parvenue au milieu de l'escalier qui menait à la cuisine, à bonne distance des oreilles de Mrs. Black et à l'abri du nuage de poussière, il annonça: j'ai des nouvelles, et elles ne vont pas vous plaire. La cuisine était presque méconnaissable. À présent, la moindre petite surface brillait de tous ses feux. Les marmites et les casseroles de cuivre avaient été astiquées et luisaient d'une teinte rosée. La table de bois miroitait, les coupes et les assiettes déjà disposées pour le dîner étincelaient à la lumière du feu qui ronflait joyeusement dans la cheminée et sur lequel bouillonnait un chaudron. Mais le changement le plus spectaculaire était sans nul doute celui de l'elfe de maison, qui se précipita maintenant vers Harry, vêtu d'une serviette d'un blanc de neige, les poils de ses oreilles aussi propres et duveteux que du coton. Le médaillon de Régulus sautillait sur sa poitrine. Voulez-vous enlever vos chaussures, s'il vous plaît, monsieur Harry, et vous laver les mains avant le dîner, grossa Créature. Il prit la cape d'invisibilité et alla la suspendre, crochet fixé au mur, à côté des robes démodées, fraîchement nettoyées. Qu'est-ce qui s'est passé demanda Ron avec appréhension. Hermione, qui lui était occupée à examiner une liasse de feuilles griffonnées et des cartes tracées à la main, étalait un bout sur la table. Levant les yeux, il regardait Harry s'avancer à grands pas et jeter le journal sur un tas de parchemins. Sur la première page, un homme au visage familier, le nez crochu, les cheveux noirs, les regardait sous une manchette annonçant « Severus Rogue confirmé comme directeur de Poudlard ». « Non !» s'exclamèrent Ron et Hermione. Hermione fut la plus rapide. Elle s'empara du journal et commença à lire à haute voix l'article qui accompagnait la photo. Severus Rogue, depuis longtemps maître des potions à l'école de sorcellerie de Poudlard, a été promu aujourd'hui au rang de directeur. Cette nomination constitue le changement le plus important parmi ceux intervenus de la réorganisation du personnel de l'antique établissement. À la suite de la démission de l'ancienne professeure d'études des Moldus, ce poste sera désormais confié à Alecto Caro, tandis que Amicus, le frère de cette dernière, sera chargé de la défense contre les forces du mal. Je me réjouis que l'occasion me soit donnée de maintenir et de perpétuer les plus hautes valeurs et traditions de la sorcellerie, comme de commettre des meurtres ou de couper les oreilles des gens par exemple. Rogue directeur, Rogue dans le bureau de Dumbledore, par le garçon de Merlin, s'exclama soudain Hermione d'une voix perçante, qui fit sursauter Harry et Ron. Elle bondit de sa chaise et se rua hors de la cuisine en criant « Je reviens dans une minute !» Le caleçon de Merlin, répéta Ron l'air amusé. Elle doit être dans tous ses états. Il prit le journal et lut en détail l'article consacré à Rogue. Les autres profs n'accepteront jamais ça. McGonagall, Flitwick, Chourave, tous connaissent la vérité et ils savent comment Dumbledore est mort. Ils ne voudront pas comme directeur. Et d'abord, qui sont ces carreaux? Des mange-morts, répondit Harry. Il y a des photos d'eux en page intérieure, et ils se trouvaient au sommet de la tour quand Rogue a tué Dumbledore. Et ils sont tous copains. Harry tira d'une chaise et poursuivit d'un ton amer. Je ne vois pas ce que les autres profs. Si le ministère et Voldemort sont derrière Rogue, ils auront le choix entre continuer à enseigner ou passer quelques joyeuses années à Azkaban. Et encore, s'ils ont de la chance. J'imagine qu'ils préféreront rester pour protéger les élèves. Créature revint vers la table d'un air affairé, une grande soupière entre les mains. À l'aide d'une louche, il remplit de souple l'épaule impeccable en sifflotant entre ses dents. Merci, créature, dit Harry, qui retourna la cassette pour ne pas avoir la tête de Rogue sous les yeux. Enfin, au moins, on sait exactement où se trouve Rogue maintenant. Il prit une cuillerée de soupe. La qualité de la cuisine de créature s'était améliorée de manière spectaculaire
depuis qu'il avait reçu en cadeau le médaillon de Régulus. Jamais Harry n'avait goûté une soupe à l'oignon aussi délicieuse. Il y a encore toute une bande de mange-morts qui nous surveillent la maison, dit-il, en continuant de manger. Ils sont plus nombreux que d'habitude. On dirait qu'ils espèrent nous voir sortir de nos bagages pour aller prendre le Poudlard Express. Ron jeta un coup d'œil à sa montre. J'y ai pensé toute la journée. Le train est parti il y a à peu près de 6 heures. Ça fait bizarre de ne pas être dedans. Tu ne trouves pas? Harry eut l'impression de revoir la locomotive rouge vive que Ron et lui avaient un jour suivie par la voie des airs, scintillant parmi les prés et les collines, telle une chenille écarlate qui rampait au-dessous d'eux. Il était sûr qu'en cet instant, Ginny, Neville et Luna étaient assis ensemble, se demandant peut-être où ils se trouvaient, Ron, Hermione et lui, ou discutant de la meilleure façon de saper le nouveau régime de Rogue. Tout à l'heure, les mange-morts, au moment où je rentrais, j'ai mal atterri sur la marche et la cape a glissé. Ça m'arrive tout le temps. Ah, la voilà, ajouta Ron en se dévissant le cou pour voir Hermione revenir de la cuisine. Et maintenant, par tous les caleçons et les plus avachis de Merlin, peux-tu nous expliquer ce que tu fabriques? Je me suis souvenu de ça, halta Hermione. Elle avait à la main un grand tableau encadré qu'elle posa par terre avant de prendre sur le buffet un petit sac de perles. Elle l'ouvrit et entreprit de faire entrer le tableau à l'intérieur. Bien qu'il fût manifestement trop grand dans le sac minuscule, il disparut en quelques secondes dans ses vastes profondeurs, comme toutes les autres choses qui y étaient rangées. Phineas Négulus Black, expliqua Hermione, en jetant sous la table un petit sac qui produisit un nouveau bruit sonore d'objets entrechoqués. Pardon, dit Ron. Mais Harry, lui, avait compris. L'image peinte de Phineas Négulus Black avait la faculté de passer de son portrait du square Grimmauld à celui qui était accroché dans le bureau du directeur de Poudlard, la pièce circulaire au sommet d'une tour où Rogue était sans aucun doute assis en ce moment même, triomphant à l'idée d'avoir en sa possession la collection de fragiles instruments d'argent de Dumbledore, la pancine en pierre, le joyau magique, et à moins qu'elle n'ait été déplacée vers un autre lieu, l'épée de Gryffondor. Rogue aurait pu envoyer Phineas Négulus. Regardez ce qu'il se passe ici, expliqua Hermione à Ron, tandis qu'elle se rasseyait à la table. Mais maintenant, s'il essaye, tout ce que Phineas verra, c'est l'intérieur de mon sac. Bien pensé, s'exclama Ron impressionné. Ça c'est cool, c'est un petit retour à Hogwarts Legacy. Merci, dit Hermione avec un sourire en prenant de soupe. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre aujourd'hui? Rien, dit-il. J'ai surveillé l'entrée du ministère pendant 7 heures de suite. Pas la moindre trace d'elle. Mais j'ai vu ton père. Il paraît en bonne forme. Ron hocha la tête satisfait d'entendre la nouvelle. D'un commun accord, ils avaient estimé trop dangereux de tenter de rentrer en contact avec M. Weasley quand il entrait dans le ministère ou en sortait, car il était sans cesse entouré de collègues. L'apercevoir de temps en temps était cependant rassurant, même s'il semblait très tendu et anxieux. Papa nous a toujours dit que la plupart des gens qui travaillaient au ministère utilisaient le réseau des cheminées pour se rendre au bureau, expliqua Ron. C'est pour ça que nous n'avons pas vu l'ombrage. Elle ne se déplace jamais à pied. Elle pense qu'elle est trop importante pour ça. Et cette drôle de vieille sorcière avec son petit rire, avec son petit sorcier en robe bleu marine, pardon, demanda Hermione. Ah oui, le type de la maintenance magique, répondit Ron. Comment sais-tu qu'il est de la maintenance? Interrogea Hermione, sa cuillère suspendue en l'air. D'après papa, tous les gens du service de la maintenance magique portent des robes bleu marine. Tu ne nous as jamais raconté ça? Hermione laissa tomber sa cuillère et fit glisser vers elle la liasse de papier et de cartes
qu'elle étudiait avec Ron lorsque Harry était rentré dans la cuisine. Il n'y a rien sur les robes bleu marine là-dedans, rien, s'écria-t-elle, en feuilletant fébrilement les pages. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change tout, Ron. Si nous voulons pénétrer dans le ministère sans être démasqués, alors qu'ils cherchent forcément d'éventuels intrus. Chaque détail compte. Nous en avons parlé longuement. À quoi peuvent bien servir tous ces voyages de reconnaissance si tu ne prends même pas la peine de nous informer? Enfin quoi, Hermione, j'ai simplement oublié une petite chose. J'espère que tu t'en rends compte. Il n'y a aucun doute d'emploi plus dangereux. Il n'y a sans doute pas d'endroit plus dangereux au monde que le ministère de la magie. Je crois que nous devrions agir dès demain, l'interrompit Harry. Hermione s'immobilisa, bouche bée. Oh, il s'étranglait en avalant sa soupe. Demain, répéta Hermione. Tu n'es pas sérieux, Harry? Si, répliqua-t-il. Je pense que même si nous passions encore un mois à rôder autour du ministère, nous n'en serions pas mieux préparés que maintenant. Plus on tarde l'opération, plus le médaillon s'éloigne de nous. Il y a déjà de grands risques qu'Ombrage l'ait jeté. Il est impossible de l'ouvrir. À moins, dit Ron, qu'elle y soit parvenue et qu'elle soit maintenant possédée. Dans ce cas, ça ne changerait rien. Elle a toujours été maléfique, fit observer Harry avec un haussement d'épaule. Hermione se mordait la lèvre, plongée dans des profondes réflexions. Nous savons tout ce qu'il est important de savoir, poursuivit Harry en se tournant vers elle. Nous savons qu'ils sont interrompus tout transplanage pour entrer dans le ministère ou pour en sortir. Nous savons que seuls les fonctionnaires de haut rang sont autorisés à connecter leur maison au réseau des cheminées, car Ron a entendu deux langues de blanc s'en plaindre. Nous savons à peu près où se trouve le bureau d'Ombrage, puisque toi-même, tu as entendu ce que le barbu disait à son copain. Je monte au niveau 1, Dolores veut me voir, récita aussitôt Hermione. Exactement, dit Harry. Et on sait que pour entrer, il faut une de ces drôles de pièces ou de jetons, ou je ne sais quoi, parce que j'ai vu une sorcière qui en empruntait à une amie. Mais on n'en a pas. Si le plan marche, on en aura, assura Harry très calme. Je ne sais pas, Harry, je ne sais pas. Il y a tant de choses qui pourraient mal. C'est vraiment une question de chance. Ce sera toujours vrai, même si on passe 3 mois de plus à préparer notre coup, répliqua Harry. Il est temps d'agir. Ils savaient, d'après l'expression de leur visage, que Ron et Hermione avaient peur. Lui aussi n'était pas très rassuré, mais il avait la conviction que le moment était venu de mettre leur plan en application. Au cours des 4 semaines précédentes, ils avaient endossé à tour de rôle la cape d'invisibilité pour aller espionner l'entrée officielle du ministère que Ron, grâce à M. Weasley, connaissait depuis l'enfance. Ils avaient suivi des employés qui se rendaient au travail, écoutaient leurs conversations et appris, en les observant attentivement, quels étaient ceux dont on pouvait être sûr qu'ils apparaîtraient seuls, chaque jour à la même heure. Parfois, l'occasion leur était offerte de subtiliser la Gazette du sorcier dans l'attaché case de l'un d'eux. Peu à peu, ils avaient accumulé des cartes rapidement esquissées des notes qu'ils s'endassaient à présent de Hermione. Très bien, dit lentement Ron. Admettons qu'on fasse ça demain. Je pense que nous devrions y aller tous les deux, Harry et moi. Ah non, tu ne vas pas recommencer, soupira Hermione. Je croyais qu'on avait réglé la question. Se poster sous la cape à l'entrée du ministère est une chose, Hermione, mais là c'est différent. Ron tapota du doigt le numéro de la Gazette du sorcier daté de 10 jours auparavant. Tu es sur la liste des nés moldus qui ne sont pas présentés à l'entretien obligatoire. Et toi, tu es censé être en train de mourir d'éclabouille au terrier. Si quelqu'un devrait ne pas y aller, ce serait Harry. Sa tête est mise à prix pour 10 000 galions. Très bien, dans ce cas, je resterai ici, répliqua Harry. Si jamais vous arrivez à vaincre Voldemort, n'oubliez pas de me prévenir, d'accord? Tandis que Ron et Hermione éclatèrent de rire, Harry ressentit une douleur à sa cicatrice et plaqua une main contre son front. Voyant les yeux d'Hermione se plisser, il s'efforça de transformer son geste pour lui faire croire qu'il dégageait simplement
condamnés séparément. Nous ne pouvons plus tenir à trois sous la cape. La cicatrice de Harry lui faisait de plus en plus mal, et il se leva. Créature se précipita aussitôt. Monsieur n'a pas fini sa soupe. Monsieur aime-t-il mieux un savoureux ragoût, ou bien une de ces tartes à la mélasse qui plaisent tant à monsieur? Merci, créature, je reviens dans une minute. Toilette. Conscient qu'Hermione l'observait d'un air soupçonneux, Harry se hâta de monter l'escalier qui menait dans le hall, puis continua jusqu'au premier étage. Il se rua dans la salle de bain et verrouilla à nouveau la porte derrière lui. Grognant de douleur, il s'effondra sur le lavabo noir au robinet en forme de serpent, à la gueule ouverte, et ferma les yeux. Il marchait d'un pas souple le long d'une rue éclairée par le soleil couchant. De chaque côté s'alignaient des façades ornées de hauts pignots à colombage. On aurait dit des maisons en pain d'épices. Il s'approcha de l'une d'elles et vit la blancheur de sa propre main au long doigt qui frappait à la porte. Il sentit l'excitation monter en lui. La porte s'ouvrit. Une femme en train de rire se tenait sur le seuil. Ses traits s'apaisèrent en voyant le visage de Harry. Toute joie avait disparu, laissant place à une expression de terreur. Grégorovitch, demanda d'une voix froide et au perché. Elle fit non d'un signe de tête et essaya de refermer la porte. La main blanche la bloqua, l'empêchant de lui claquer au nez. Je veux Grégorovitch. Herr von Herrnitschmer, s'écria-t-elle, avec un nouveau hochement de tête. Lui, ne pas habiter ici, ne pas le connaître. Abandonnant toute tentative de refermer la porte, elle recula dans le hall sombre et Harry la suivit, avançant vers elle de son pas souple. Sa main, au long doigt, avait sorti sa baguette. Où est-il? Das Web in Nietzsche. Il déménageait. Je ne pas savoir, ne pas savoir. Il leva la baguette. La femme hurla. Deux petits enfants arrivèrent en courant dans le hall. Elle essaya de les protéger de ses bras. Il y eut un éclair de lumière verte. Harry, Harry. Il rouvrit les yeux. Il s'était effondré par terre. Hermione martelait à la porte. Harry ouvre. Elle avait crié. Il avait crié, pardon. Il le savait. Il se leva et déverrouilla la porte. Hermione, qui s'était appuyée contre le panneau, trébucha en avant, reprit son équilibre et regarda autour d'elle avec une expression méfiante. Ron, qui se tenait juste derrière, pointa sa baguette d'un air affolé dans tous les coins de la salle. « Qu'est-ce que tu fabriquais » demanda Hermione sévère. « À ton avis » répondit-il d'un ton barrage qui manquait d'assurance. « Tu criais à t'en faire exploser la tête, dit Ron. Ah oui, j'ai dû m'endormir alors. Putain. Harry, s'il te plaît, ne nous prends pas pour des imbéciles, coupa Hermione, en respirant profondément. On sait que ta cicatrice t'a fait mal quand tu étais dans la cuisine, et maintenant tu es blanc comme un linge. Harry s'assit sur le bord de la baignoire. D'accord, je viens de voir Voldemort tuer une femme. Au moment où je te parle, il a sans doute tué toute sa famille. Et ça ne lui était pas nécessaire. C'était comme si je revoyais le meurtre de Cédric. Ils étaient juste là. Harry, tu ne dois plus laisser des choses pareilles se reproduire, s'écria Hermione, l'écho de sa voix résonnant dans la salle de bain. Dumbledore voulait que tu utilises l'occulmancie. Il pensait que cette connexion était dangereuse. Voldemort peut s'en servir, Harry. À quoi ça t'avance de le regarder tuer ou torturer? En quoi cela peut-il t'aider? Ça signifie que je sais ce qu'il fait, répondit-il. Alors, tu ne vas même pas tenter de le faire sortir de ta tête. Je ne peux. Tu sais bien que je suis très mauvais en occulmancie. Je n'ai jamais réussi à assimiler la technique. Tu n'as jamais vraiment essayé, s'emporta-t-elle. Je ne comprends pas, Harry. Ça te plaît d'avoir cette connexion ou relation ou je ne sais quoi. Le regard qu'il lui lança en se levant la vit balbutier. Si ça me plaît, dit-il à mi-voix, et toi, ça te plairait? Je
énervé quand il est le plus dangereux, mais je compte m'en servir. Dumbledore, oublie Dumbledore. C'est moi qui décide, personne d'autre. Je veux savoir pourquoi. Il cherche Gregorovitch. Qui? Un fabricant de baguettes étranger. C'est lui qui a fabriqué la baguette de Krum, et Krum pense qu'il est exceptionnel. Mais d'après toi, Voldemort a enfermé Ollivander quelque part, fit remarquer Ron. S'il est déjà un fabricant de baguettes, pourquoi lui en faudrait-il une autre? Peut-être qu'il est d'accord avec Krum, peut-être qu'il pense que Gregorovitch est le meilleur, ou alors il espère que Gregorovitch saura lui expliquer ce que ma baguette a fait d'elle-même quand il m'a poursuivi, parce qu'Ollivander, lui, l'ignore. Harry jeta un coup d'œil dans les miroirs craquelés, poussiéreux, et vit Ron et Hermione échanger derrière son dos des regards sceptiques. Harry, tu parles toujours de ce que ta baguette a fait d'elle-même, dit Hermione, mais c'est toi qui as agi. Pourquoi tu t'assumais ton propre pouvoir? Parce que je sais bien que ce n'était pas moi, et Voldemort le sait aussi, Hermione. Nous savons tous les deux ce qui s'est vraiment passé. Ils échangèrent un regard noir. Harry savait qu'il n'avait pas convaincu Hermione et qu'elle se préparait à le attaquer à la fois sa théorie de la baguette et son refus de mettre fin à la connexion qui lui permettrait de pénétrer dans l'esprit de Voldemort. À son grand soulagement, Ron intervient. Laisse tomber, conseilla-t-il. C'est à lui de décider. Si on veut aller au ministère demain, vous pensez pas qu'on devrait plutôt mettre notre plan au bout? Hermione abandonna la partie, mais les deux autres voyaient bien que c'était à contre-cœur, et Harry était sûr qu'elle reviendrait à la charge à la première occasion. En attendant, ils redescendirent dans la cuisine où Créature leur servit du ragoût et de la tarte à la mélasse. Ce soir-là, ils se couchèrent tard après avoir passé des heures à répéter leur plan jusqu'à ce que chacun puisse le réciter au mot près. Harry, qui dormait à présent dans la chambre de Sirius, était allongé sur son lit. La lumière de sa baguette dirigée vers la vieille photo représentant son père, Sirius, Lupin et Pettigrew, et passa de nouveau 10 minutes à se répéter leur plan à voix basse. Mais lorsqu'il éteignit sa baguette, il ne pensait plus au polynectar, aux pastilles de gerbe ou aux robes bleues marines de la maintenance magique. Il songeait plutôt à Gregorovitch, le fabricant de baguettes, en se demandant combien de temps il parviendrait à rester caché, alors que Voldemort le recherchait avec tant d'obstination. L'eau sembla succéder à la nuit, avec une précipitation proche de l'indécence. « Tu as une mine épouvantable, lui lança Ron, en guise de salutation, quand il entra dans la chambre pour le réveiller Harry. Plus pour longtemps, répliqua celui-ci en bâillant. Ils retrouvèrent Hermione dans la cuisine. Elle se faisait servir du café et des petits pains chauds par Créature, et affichait l'expression un peu démente que Harry lui voyait ordinairement quand elle révisait ses examens. « Oh, dit-elle à mi-voix, en les saluant, d'un signe de tête nerveux. Elle était absorbée dans l'inspection du contenu de son sac en perles. Polynectar, cap d'invisibilité, lueur explosive. Vous devriez prendre de chacun, au cas où. Pastilles de gerbe, nougat et au sang, oreille à rallonge. » Ils avalèrent leur petit déjeuner et remontèrent l'escalier. Créature s'inclina sur leur passage en leur promettant une tourte au bœuf et au rognon à leur tour. « Qu'il soit béni, dit Ron d'un ton affectueux, quand je pense qu'à un moment, je m'étais mis dans l'idée de lui couper la tête et de l'accrocher au mur. » Ils sortirent sur le perron avec d'infinies précautions. Deux manches-morts aux yeux bouffis observaient la maison sur la place baignée de brume. Hermione transplana la première avec Ron, puis revint pour emmener Harry. Après l'habituelle sensation d'étouffement et de brefs passages dans l'obscurité, Harry se retourna dans une minuscule ruelle où devait se dérouler la première phase du plan. Pour l'instant,
l'exception de 2 grosses poubelles, elle était totalement vide. Les premiers employés du ministère ne se montraient généralement pas avant 8 heures au plus tôt. Bien, dit Hermione en consultant sa montre. Elle devrait être là dans 5 minutes, dès que je l'aurai stupéfixiée. Hermione, on sait, l'interrompit Ron d'un ton sévère. Et je croyais qu'on devrait ouvrir la porte avant qu'elle arrive. Hermione poussa un petit cri. J'ai failli oublier. Reculez-vous. Juste à côté d'eux, la porte d'une issue de secours, couverte de graffiti, était enfermée par un cadenas. Hermione pointa sa baguette et le panneau métallique s'ouvrit avec fracas. Comme il le savait déjà, grâce à leur repérage méticuleux, le couloir sombre qui se trouvait derrière menait à un théâtre vide. Hermione tira la porte vers elle, pour qu'elle paraisse toujours fermée. Maintenant, dit-elle, en se tournant vers les 2 autres, on remet la cape d'invisibilité. Et on attend. Acheva Ron qui regarda Harry, les yeux au ciel, en jetant la cape sur la tête d'Hermione, comme une housse sur la cage d'une perruche. 1 minute plus tard, environ, il y eut un pop, à peine audible, et une petite sorcière du ministère, les cheveux gris flottant au vent, transplana à quelques dizaines de centimètres d'eux, le regard un peu ébloui par la clarté soudaine. Le soleil venait de sortir d'un nuage, mais elle n'eut pas le temps de profiter de cette tiédeur inattendue, car le sortilège de stupéfaction qu'Hermione lui jeta silencieusement la frappa en pleine poitrine et la fit basculer en arrière. Joli coup, Hermione, apprécia Ron, en émergeant de derrière une poubelle, à côté de l'entrée du théâtre, tandis que Harry enlevait la cape d'invisibilité. Tous 3 portèrent la petite sorcière dans le couloir obscur qui tenait accès aux coulisses. Hermione arracha quelques cheveux à la sorcière et les ajouta à un flacon de polynectar de couleur boue qu'elle prit dans son sac en perles. Ron fouilla dans le petit sac à main de l'employé du ministère. C'est Mafalda Hopkirk, dit-il en lisant une petite carte qui identifiait leur victime comme assistante au service des usages abusifs de la magie. Tu ferais bien de garder ça, Hermione, et voici les jetons. Il lui en donna plusieurs petites pièces d'or toutes gravées de lettres MD1M qui avaient été prises dans le sac de la sorcière. Hermione but le polynectar, qui avait à présent une agréable couleur de tournesol, et en quelques secondes se transforma en sosie de Mafalda Hopkins. Elle prit les lunettes de la sorcière pour les mettre sur son nez, et Harry consulta sa montre. On est en retard. Monsieur Maintenance Magique va arriver d'une seconde à l'autre. Ils se dépêchèrent de refermer la porte du théâtre sur la vraie Mafalda. Harry et Ron s'enveloppèrent de la cape d'invisibilité, mais Hermione restait bien en vue et attendit. Quelques secondes plus tard, il y eut un nouveau pop, et un petit sorcier, à tête de fouine, apparut devant eux. « Ah, bonjour Mafalda. Bonjour, dit Hermione d'une voix tremblante. Comment ça va aujourd'hui ? Pas si bien que ça, répondit le petit sorcier, l'air très abattu. Hermione et le sorcier se dirigèrent vers la rue principale. Harry et Ron les suivirent à pas feutrés. Je suis navré que tu n'aies pas le moral, lança Hermione, couvrant délibérément la voix du petit sorcier qui tenait à lui exposer ses problèmes. Il était essentiel de l'empêcher d'atteindre la rue. Tiens, prends un bonbon. Si, j'insiste, dit Hermione d'un ton régressif, en agitant le sac d'une pastille devant son nez. Un peu, et le petit sorcier en prit une. L'effet fut instantané. Dès l'instant où la pastille toucha sa langue, l'homme fut saisi de vomissements tellement violents qu'il ne remarqua même pas qu'Hermione lui arrachait une touffe de cheveux. « Ah mon Dieu !» s'exclama-t-elle, tandis que le sorcier continuait de vomir par terre. « Tu ferais peut-être mieux de prendre un jour de congé. »« Non, non !» s'étrangla-t-il, secoué de haut le cœur en essayant de poursuivre son chemin, bien qu'il fût incapable de marcher. « Aujourd'hui, je dois y aller. »« Voyons, c'est stupide, » reprit Hermione, alarmée. « Tu ne peux pas travailler dans cet état. Je crois que tu devrais filer à Saint-Mangouste pour qu'il voie ce que tu as. » Le sorcier octa, tomba à 4 pattes et s'efforça tout de même de
comme ça, s'écria Hermione. Il finit par entendre raison, et parvint à se relever tant bien que mal en se cramponnant au bras d'Hermione dégoûtée. Lorsqu'il fut debout, il tourna sur place et disparut, ne laissant derrière lui que son sac, dont Ron s'était emparé en le lui arrachant des mains, et quelques giclées de vomissure. Burke, dit Hermione, les pans de sa robe relevés pour éviter les mares de saleté. Il aurait été plus propre de le stupéfixier aussi. Oui, admit Ron qui sortit de sous la cape, en tenant le sac du sorcier. Mais je persiste à croire qu'un tas de corps inconscients aurait pu un peu trop attirer l'attention. En tout cas, il tenait à aller travailler celui-là. Donne-nous les cheveux et la potion. Quelques minutes plus tard, Ron avait la même petite taille, la même tête d'eau fouine que le sorcier malade, qui était habillé avec la robe bleu marine qu'il les avait trouvée et pliée dans le sac. Bizarre qu'il ne l'ait pas porté sur lui aujourd'hui. Fut sa hâte de vouloir travailler. En tout cas, d'après l'étiquette cousue sur son dos, je suis Reg Cattermole. Alors tu restes ici, dit Hermione à Harry, toujours caché sous la cape d'invisibilité. On reviendra t'apporter quelques cheveux. Il dut attendre 10 minutes, qui lui semblèrent infiniment plus longues, tournant en rond dans la ruelle, souillée de vomissures, à côté de la porte derrière laquelle était dissimulée Mafalda, stupéfixiée. Enfin, Ron et Hermione réapparurent. Je ne sais pas qui c'est, annonça Hermione en lui donnant à Harry quelques cheveux noirs et bouclés. Mais il est rentré chez lui avec d'horribles saignements de nez. Tiens, comme il est très grand, il te faudra une robe plus ample. Elle sortit quelques-unes des vieilles robes de sorcier que Créature avait spécialement lavées. Et Harry s'éloigna pour boire la potion et se changer. Une fois la douloureuse transformation achevée, il mesurait plus d'1,80 m et les muscles puissants qu'il sentait sur ses bras laissaient deviner qu'il était solidement bâti. Il avait également une barbe. Rangea sa cape d'invisibilité et ses lunettes sous sa nouvelle robe. Il rejoignit les deux autres. Nom d'une gargouille, ça fait peur, s'exclama Ron en levant les yeux vers Harry, qui le dominait à présent de toute sa taille. Prends un des jetons de Mafalda, dit Hermione à Harry. Allons-y, il est presque l'heure. Ils sortirent ensemble dans la ruelle. 50 mètres plus loin, sur le trottoir pendaient des grilles noires et pointues. Encadraient 2 escaliers, l'un portant l'écriteau Monsieur, l'autre Dame. À tout à l'heure, dit Hermione, un peu nerveuse, avant de descendre d'un pas chancelant les marges réservées aux dames. Harry et Ron se rejoignirent à un groupe d'hommes étrangement habillés qui descendaient dans ce qui est apparemment des toilettes publiques. Au sol, recouvert d'un carrelage noir et blanc. Bonjour Reg, lança un autre sorcier vêtu lui aussi d'une robe bleu marine. Il entra dans une cabine en insérant un jeton doré dans une fente de la porte. C'est vraiment la galère ce truc, tu ne trouves pas? Nous obliger à passer par là pour aller travailler. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent que Harry Potter va débarquer ici? Le sorcier éclata d'un grand rire amusé par sa propre plaisanterie. Ron se forçait à glousser. Ouais, dit-il, vraiment idiot. Hein. Harry et lui entrèrent dans des cabines contiguës. Harry entendait des bruits de chasse d'eau de tous les côtés. Il s'accroupit et jeta un coup d'œil sous la cloison qui séparait sa cabine de celle de droite, juste à temps pour voir une paire de pieds bottés grimper dans le siège des toilettes. Il tourna la tête à gauche et aperçut Ron qui le regardait d'un air effaré. « Il faut qu'on monte là-dedans et qu'on tire la chasse d'eau, chuchota-t-il. On dirait oui, répondit Harry dans un murmure. Sa voix était devenue grave et rocailleuse. Ils se relevèrent tous deux, se sentant particulièrement idiots. Harry mit les 2 pieds dans la cuvette. Il sut tout de suite qu'il avait eu raison, bien qu'il fût apparemment debout dans l'eau. Ses pieds, ses chaussures et le bas de sa robe étaient restés parfaitement secs. Il leva le bras et tira la chaîne et fut précipité dans un petit toboggan dont il sortit par une cheminée du ministère de la magie. Il se remit debout avec des gestes maladroits, gêné par un corps beaucoup plus volumineux qu'à l'ordinaire. Le grand atrium semblait plus sombre que dans ses souvenirs. Apparemment,
scintillante sur les murs lambrisés et le parquet de bois poli. À présent, une gigantesque statue de pierre noire dominait le décor. C'était une grande sculpture assez effrayante, représentant une sorcière et un sorcier assis sur des trônes ouvragés. Les deux figures regardaient de haut les employés du ministère qui tombaient des cheminées. Gravé en bas de la sculpture, en lettres d'une trentaine de centimètres de hauteur, on lisait ces mots: la magie est puissante. Harry reçut un coup violent à l'arrière de la jambe. Un autre sorcier venait d'être projeté hors de la cheminée derrière lui. Dégagez! Là, vous ne pouvez pas faire... pardon, Runcorn. Visiblement effrayé, un sorcier au fond dégarni s'éloigna d'en hâte. L'homme d'en A, avec la place, le dénommé Runcorn, semblait intimider ses collègues. Psst, dit une voix. Il se tourna et vit une petite sorcière frêle accompagnée d'un sorcier à tête de fouine du service de la maintenance lui faire signe de loin à côté de la statue. Harry se dépêcha de les rejoindre. Tu as réussi à entrer sans difficulté, chuchota Hermione à Harry. Non, il est toujours coincé dans la cuvette, répliqua Ron. Ah, très drôle. C'est horrible, hein, dit-elle à Harry, qui avait levé la tête et contemplait la statue. Tu as vu sur quoi ils sont assis? Harry regardait plus attentivement et s'aperçut que ce qu'il avait pris pour des trônes ouvragés était en fait un entassement d'êtres humains sculptés. Des centaines et des centaines de corps nus, d'hommes et de femmes, d'enfants, aux visages laids et stupides, étaient serrés les uns contre les autres, dans des poses tournées pour supporter le poids des sorciers, également vêtus de leur robe. Des moldus, murmura Hermione, remis à leur place. Ils se mêlèrent au flot des sorciers et des sorcières qui se dirigeaient vers les grandes portes d'or à l'extrémité du hall. Ils regardèrent autour d'eux le plus discrètement possible, mais ne virent pas la silhouette caractéristique de Dolores Ombrage. Après avoir franchi les portes, ils pénétrèrent dans un hall plus petit, où des queues s'étaient formées devant une vingtaine de grilles d'or dont chacune donnait accès à un ascenseur. À peine s'était-il joint à la file d'attente la plus proche qu'une voix appela « Cattermole !» Ils jetèrent un coup d'œil derrière eux et Harry eut l'estomac retourné. L'un des moches morts qui avait assisté à la mort de Dumbledore s'avançait à grands pas. À côté d'eux, les autres employés firent aussitôt silence, les yeux baissés. Harry sentit une onde de peur les traverser. L'expression renfrognée d'un nouveau venu, son visage au trait quelque peu grossier, contrastait d'une certaine manière avec sa robe magnifique, longue et ample, abondamment brodée de fils d'or. Quelqu'un dans la foule, qui attendait les ascenseurs, lança d'un ton flageonneur. Bonjour Xalet. Mais Xalet ne lui prêta aucune attention. J'ai demandé comment voit quelqu'un de la maintenance pour arranger mon bureau, Cattermole. Il pleut toujours à l'intérieur. Ron regarda autour de lui, comme s'il espérait que quelqu'un d'autre allait intervenir, mais personne ne dit mot. Il pleut dans votre bureau. C'est embêtant. Ron eut un petit rire Xaxley écarquilla les yeux. Vous trouvez ça drôle, Cattermole? Ça vous fait rire? Deux sorcières quittèrent la file d'attente et s'éloignèrent précipitamment. Non, dit Ron, non, bien sûr. Vous savez que je m'apprête à descendre pour interroger votre épouse, Cattermole. D'ailleurs, je suis très surpris que vous ne soyez pas en bas auprès d'elle pour lui tenir la main. Qu'elle attend. Vous l'avez déjà passé par profit et perte. Pardon, vous l'avez déjà passé par profit et perte. C'est sans doute plus sage. La première fois, c'est une femme de sang pur. Hermione avait laissé échapper un petit couinement horrifié. Xaxley la regardait. Elle toussa faiblement et se détourna. Je balbutina Ron. Si mon épouse était accusée d'être une sang de Bourbon, reprit Xaxley.
Bien qu'une femme que j'aurais épousée ne puisse jamais être confondue avec une telle vermine, et que le directeur du département de la justice magique me demande de faire un travail, je considérerais cette tâche comme une priorité. Cattermole, me suis-je bien fait comprendre? Oui, murmura Ron. Alors allez-y, Cattermole. Et si mon bureau n'est pas parfaitement sec dans une heure, le statut de sang de votre femme deviendra encore plus douteux qu'auparavant. La grille dorée s'ouvrit devant eux dans un bruit de métallique. Avec un signe de tête et un sourire déplaisant à l'adresse de Harry, qui était censé apprécier le traitement infligé à Cattermole, Xaxley se dirigea à grands pas vers un autre ascenseur. Harry, Ron et Hermione entrèrent dans la cabine, mais personne ne les suivait. On aurait dit qu'ils étaient devenus contagieux. Les grilles se refermèrent dans un cliquetis, et l'ascenseur commençait à monter. « Qu'est-ce que je vais faire ?» demanda aussitôt Ron aux deux autres. Il paraissait atterré. « Si je n'y vais pas, ma femme, la femme de Cattermole, on va venir avec toi. Il faut qu'on reste ensemble, commença Harry. Mais Ron hochait frénétiquement la tête. Ce serait de la folie. On n'a pas beaucoup de temps, vous deux. Vous cherchez ombrage, moi, je vais réparer le bureau de Xaxley. Mais comment je vais faire pour empêcher de pleuvoir? Essaye finite incantatem, conseilla Hermione. Ça devrait arrêter la pluie, si elle est causée par un maléfice ou un enchantement. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une anomalie dans un charme atmosphérique, ce qui serait plus difficile à réparer. Dans ce cas, comme mesure provisoire, tu peux essayer Impervious pour protéger ses affaires. Répète-moi ça lentement, dit Ron, fouillant désespérément dans ses poches à la recherche d'une plume. Mais au même moment, l'ascenseur s'immobilisa dans une vibration métallique. Une voix de femme, désincarnée, annonça: Niveau 4, département de contrôle et de régulation des créatures magiques, section des animaux, esprits et êtres, bureau de liaison des gobelins, agence de conseil contre les nuisibles. Les grilles se rouvrirent, laissant entrer 2 sorciers et plusieurs avions en papier d'une couleur violette pâle qui flottaient autour de la lampe au plafond de la cabine. « Bonjour Albert, dit un homme à la moustache broussailleuse en souriant à Harry. Il jeta un coup d'œil à Ron et à Hermione, tandis que l'ascenseur reprenait sa course dans un grincement. Hermione chuchotait précipitamment des instructions à Ron. Le sorcier se pencha alors vers Harry, le regard en biais, et marmonna. Dick Gressel 1 du bureau de liaison des gobelins. Bien joué, Albert. Je suis presque sûr d'avoir son poste maintenant. Il lui adressa un clin d'œil. Harry répondit par un sourire, espérant que ce serait suffisant. L'ascenseur s'arrêta. Les grilles s'ouvrirent à nouveau. Niveau 2, département de la justice magique, service des usages abusifs de la magie, quartier général des aurores, service administration du Macmagot, annonça la voix désincarnée. Harry vit Hermione pousser légèrement Ron qui se hâta de sortir de l'ascenseur, suivi par les 2 autres sorciers. Harry et Hermione rentrèrent seuls. Dès que la porte dorée se fut refermée, Hermione dit très vite: « Oh putain, Harry, il vaudrait mieux que j'y aille avec lui. Il n'y connaît rien, et si jamais il se fait prendre, tu vois. Niveau 1, ministre de la magie et cabinet du ministre. » Lorsque les grilles dorées s'écartèrent une nouvelle fois, Hermione eut un haut le cœur. 4 personnes devant eux, 2 d'entre elles absorbées dans leur conversation. Un sorcier aux cheveux longs, vêtu d'une magnifique robe noire et or, et une sorcière trapue qui ressemblait à un crapaud et portait un nœud de velours dans ses cheveux courts. Elle tenait un bloc-notes serré contre sa poitrine. C'est la fin du chapitre 12, les loulous. Plus qu'un chapitre pour ce soir. Il était long celui-là, disons, pour la prise. Ça va, ça te plaît, Anna? Allez, let's go. Chapitre 13. Nickel. Parfait. La
nous a envoyés, n'est-ce pas? Oui, Queen et Hermione. Très bien. Vous ferez ça parfaitement. Ombrage s'adresse à deux sorciers vêtus de noir et or. Voilà un problème résolu, monsieur le ministre. S'il est possible de transférer ma pour qu'elle consigne les interrogatoires, nous pouvons commencer tout de suite. Elle consulta ses blocs-notes. 10 personnes aujourd'hui, et l'une d'entre elles est la femme d'un de nos employés. Vous vous rendez compte, même ici, en plein cœur du ministère. Elle pénétra dans la cabine à côté d'Hermione, suivie par deux autres sorciers qui avaient écouté leur conversation avec le ministre. Nous allons descendre directement. Mafalda, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la salle d'audience. Bonjour Albert, vous ne vous arrêtez pas à cet étage? Si, bien sûr, répondit Harry, avec la voix grave de Ron. Il sortit de la cabine, et les grilles dorées se refermèrent derrière lui dans un clic éthique. Jetant un regard par-dessus son épaule, il vit Hermione, le visage anxieux, disparaître dans les profondeurs, encadré de deux sorciers de haute taille. Le nœud en velours d'ombrage lui arrivait à l'épaule. « Qu'est-ce qui vous amène ici, Ron ?» demanda le nouveau ministre de la magie. Sa barbe et ses longs cheveux noirs étaient parsemés d'argent, et son grand front bombé projetait une ombre sur ses yeux étincelants. Harry eut l'impression de voir un crabe qui le regardait sous un rocher. « J'avais un mot à dire à... » Harry hésita pendant une fraction de seconde. « Arthur Weasley. Quelqu'un m'a dit qu'il était au niveau 1. Ah, dit Pius Dickness. L'aurait-on surpris à entrer en contact avec un indésirable? Non, répondit Harry, la gorge sèche. Non, il ne s'agit pas de ça. Oh, ce n'est qu'une question de temps, assura Dickness. Si vous voulez mon avis, les traîtres à leur sang sont aussi détestables que les sangs de bourbe. Bonne journée, Ron. Bonne journée, monsieur le ministre. Harry regarda Dickness s'éloigner le long du couloir, au sol recouvert d'une épaisse moquette. Dès que le ministre fut hors de vue, Harry tira dessous sa lourde cape noire sa cape d'invisibilité dont il s'enveloppa et suivit le couloir en direction opposée. Ron était si grand que Harry devait se baisser pour être sûr que ses pieds ne dépassent pas de la cape. Il sentit la panique lui contracter l'estomac à mesure qu'il passait devant une succession de portes en bois verni, chacune portant une petite plaque qui indiquait le nom et la fonction de l'occupant du bureau. La puissance du ministère, sa complexité, son imperméabilité s'imposaient à lui avec une telle force que le plan Ron et Hermione au cours des 4 dernières semaines le parut soudain d'une puérilité risible. Tous leurs efforts avaient consisté à trouver un moyen d'entrer sans être repérés. Ils n'avaient jamais pensé à ce qu'ils devaient faire si jamais ils étaient obligés de se séparer. À présent, Hermione se retrouvait coincée dans une salle d'audience à jouer les greffières, ce qui lui prendrait certainement des heures. Ron se débattait avec des formules magiques dont Harry était sûr qu'il le dépassait. La liberté d'une femme dépendait peut-être du résultat, et lui-même errait dans les couloirs du dernier étage tout en sachant parfaitement que sa proie venait de descendre dans l'ascenseur. Il s'arrêta, s'appuya contre un mur et s'efforça de prendre une décision. Le silence l'oppressait. Ici, il n'y avait aucune agitation. Personne ne courait d'un air affairé. Les couloirs, la moquette pourpre, étaient aussi feutrés que si on y avait jeté le sortilège d'Assourdiato. Son bureau doit se trouver à cet étage, songea soudain Harry. Il semblait très improbable qu'Ombrage garde ses bijoux dans son bureau, mais d'un autre côté, il aurait été idiot de ne pas le fouiller pour s'en assurer. Il repartit donc le long du couloir sans croiser personne, à part un sorcier aux sourcils foncés, murmurant des incantations, à une plume qui flottait devant lui, en écrivant sur un morceau de parchemin. Harry, qui lisait à présent les plaques fixées aux portes,
tourna au coin du mur, au milieu du couloir suivant, et il se retrouva dans une vaste espace ouvert où une douzaine de sorcières et de sorciers étaient assis côte à côte devant de petits bureaux assez semblables à des pupitres d'écoliers. Mais les surfaces étaient mieux polies et dépourvues de graffiti. Harry s'arrêta pour les observer. Le spectacle avait quelque chose de fascinant. Ils agitaient leurs baguettes à l'unisson, la tournant entre leurs doigts, et des carrés de papier coloré volaient dans tous sens, tels des petits cerfs-volants roses. Harry se rendit bientôt compte que ce manège reposait sur que les papiers suivaient la même trajectoire, et au bout de quelques secondes, il comprit qu'il assistait à la fabrication d'une brochure dont les papiers constituaient les pages. Une fois assemblées, pliées, collées par magie, elles se déployaient en piles bien nettes à côté de chaque sorcier. Harry s'approcha en silence, mais les employés affairés étaient de toute façon si absorbés par leurs tâches qu'ils n'auraient pu entendre le bruit de ses pas étouffé par la moquette. Il parvint aussi à subtiliser l'une des brochures en la prenant sur une pile posée à côté d'une jeune sorcière et l'examina sous sa cape d'invisibilité. Sa couverture rose était gravée d'un titre en lettres d'or, les sangs de Bourbe et les dangers qu'il représente pour une société de sang pur désireux de vivre. Sous le titre, on voyait l'image d'une rose rouge avec, au milieu de ses pétales, un visage minaudant, étranglé par une liane verte aux dents pointues, à l'air sinistre. La brochure ne portait pas de nom d'auteur. Cette fois encore, les cicatrices sur le dos de sa main le picotèrent quand il contempla la couverture. La jeune sorcière confirma ses soupçons lorsqu'elle déclara sans cesser d'agiter et de tourner sa baguette. « Est-ce que quelqu'un sait si la vieille harpie va passer toute la journée à interroger les sangs de Bourbe ?»« Attention à ce que tu dis, » répliqua le sorcier assis à côté d'elle en jetant autour de lui des regards inquiets. L'une de ses pages glissa et tomba par terre. « Tu crois qu'elle a aussi les oreilles magiques, en plus de son œil ?» La sorcière fit un signe de tête vers la porte d'acajou verni, face à l'endroit où travaillaient les fabricants de brochures. Harry regarda à son tour et sentit la rage se lever en lui comme un serpent prêt à l'attaque. À l'endroit où l'on mettait généralement un judas sur les portes de Moldu, un gros œil à l'iris d'un bleu vif, électrique, avait été serti dans le bois. Un œil qui aurait paru horriblement familier à quiconque avait connu Alastor Maugrey. Pendant une fraction de seconde, Harry oublia où il était et ce qu'il était venu y faire. Il oublia même qu'il était invisible. Il avança droit vers la porte et regarda l'œil de près. Il ne bougeait pas, tourné vers le plafond, le regard aveugle. Au bout d'une plaque indiquée « Dolores Ombrage, sous-secrétaire d'État auprès du ministre ». Un peu plus bas, une nouvelle plaque plus brillante. Directrice de la commission d'enregistrement des nez moldus. Harry se tourna à nouveau vers les 12 fabricants de brochures. Même s'il était très concentré sur leur travail, il ne pouvait imaginer qu'ils ne remarqueraient rien si la porte d'un bureau vide s'ouvrait toute seule devant eux. Il sortit alors d'une poche intérieure un étrange objet doté de petites pattes remuantes et d'un corps en forme de trompe d'automobile, avec une poire en caoutchouc. S'accroupissant sous la cape, il posa par terre le leurre explosif. L'objet fila aussitôt vers les jambes des sorciers qui se trouvaient devant lui. Harry attendit, la main posée sur la poignée de la porte. Quelques instants plus tard, une forte détonation retentit et un gros nuage de fumée âcre et noire s'éleva dans un coin. La jeune sorcière du premier rang poussa un cri perçant. Des pages se volèrent de tous côtés et ses collègues bondirent de leurs chaises, cherchant autour d'eux l'origine de l'explosion. Harry tourna la poignée entre le bureau d'ombrage et referma la porte derrière lui. Il eut l'impression
l'impression d'avoir retourné le temps. La pièce était exactement semblable au bureau d'ombrage à Poudlard. Des étoffes agrémentées de dentelles, des napperons et des fleurs séchées couvraient chaque surface disponible. Les murs étaient décorés des mêmes assiettes ornementales, chacune représentant un chaton aux couleurs vives, le cou entouré d'un ruban qui combattait et folâtrait dans des images d'une écœurante mièvrerie. Un tissu à fleurs brodées de volants recouvrait le bureau. Derrière l'œil de Maugret était fixé un mécanisme télescopique qui permettait à Ombrage d'espionner les employés de l'autre côté de la porte. Harry y jeta un coup d'œil et les vit tous regroupés autour du leurre explosif. Il arracha le télescope de la porte, laissant un trou dans le bois, ôta l'œil magique et le rangea dans sa poche. Puis, il se tourna vers le centre de la pièce, leva sa baguette et murmura « Accio médaillon ». Rien ne se produisit, mais il s'y était attendu. Ombrage devait connaître tous les sortilèges et charmes de protection. Il se précipita alors derrière le bureau et ouvrit les tiroirs. Il y trouva des plumes, des carnets, du sorcier collant, des trombones ensorcelés, lovés comme des serpents qu'il fallait frapper pour les empêcher d'attaquer, une petite boîte tarabiscotée recouverte de dentelles, pleine de nœuds et de pinces pour les attacher dans les cheveux, mais pas la moindre trace du médaillon. Derrière le bureau se trouvait également une armoire de rangement que Harry entreprit de fouiller. Tous, comme les armoires de Russard à l'école, elle était remplie de classeurs dont chacun portait un nom inscrit sur une étiquette. Lorsqu'il arriva au tiroir du bas, Harry découvrit quelque chose qui le détourna de ses recherches, le dossier de M. Weasley. Il le sortit et l'ouvrit. Arthur Weasley, statut du sang. Sang pur mais manifeste une attirance inacceptable pour les moldus, connu pour être membre de l'ordre du Phénix. Famille, marié, épouse sang pur, 7 enfants. Les 2 plus jeunes à Poudlard. NB. Le plus jeune fils est actuellement alité chez lui en raison d'une grave maladie confirmée par les inspecteurs. Statut sécurité, étroitement surveillé. Tous ses déplacements sont sous contrôle, forte probabilité que l'indésirable numéro 1 entre en contact avec lui. Il a déjà séjourné dans la famille Weasley. Indésirable numéro 1. Harry. Le de M. Weasley dans les tiroirs qu'il referma. L'identité de celui qu'on appelait ainsi ne faisait guère de doute à ses yeux et en effet, lorsqu'il se releva et jeta un regard autour de lui, il vit sur le mur une affiche qui le représentait avec la motion « Indésirable numéro 1 » en travers de la poitrine. Un petit papier rose orné dans un coin d'une image de chaton y était collé. Harry s'approcha et lut de l'écriture d'Ombrage. À punir. Furieux que jamais, plus furieux que jamais, il tâtonna au fond des vases et des paniers de fleurs séchées, mais ne s'étonna pas de ne pas y trouver le médaillon. Il prena une dernière fois son regard sur le bureau et sentit soudain son cœur faire un bond. Dumbledore le dévisageait dans un petit miroir rectangulaire posé sur l'étagère de l'une des bibliothèques, à côté du bureau. Harry se précipita à l'autre bout de la pièce et s'en saisit, mais dès qu'il eut posé la main dessus, il s'aperçut qu'il ne s'agissait pas du tout d'un miroir. Dumbledore lui souriait avec mélancolie sur la couverture glacée d'un livre. Harry n'avait pas tout de suite remarqué les lettres vertes et rondes tracées sur son chapeau. Vie et mensonge d'Albus Dumbledore, dit celle légèrement plus petite en travers de sa poitrine, par Rita Skeeter, auteur du best-seller, Armando Tippett, maître ou crétin. Harry ouvrit le livre au hasard et tomba sur la photo de pleine page de 2 adolescents qui riaient de bon cœur en se tenant par les épaules. Dumbledore, dont les cheveux lui arrivaient jusqu'au coude, s'était fait pousser une minuscule barbiche semblable à celle que Ron avait trouvée si ridicule sur le menton de Krum. Le garçon, qui éclatait de rire silencieusement à côté de Dumbledore, avait un air joyeux et même
Ses yeux tombaient en boucles blondes sur ses épaules, et Harry se demanda si c'était le jeune Doge. Mais avant qu'il ait pu lire la légende, la porte du bureau s'ouvrit. Si Tignes n'avait pas jeté un coup d'œil par-dessus son épaule en porte d'entrée, Harry n'aurait pas eu le temps de se cacher sous la cape d'invisibilité. Peut-être le ministre avait-il aperçu quelque chose, car, pendant un instant, il resta parfaitement immobile, son regard curieux fixé sur l'endroit où Harry venait de disparaître. Estimant qu'il avait sans doute vu Dumbledore se gratter le nez sous sa couverture du livre que Harry avait précipitamment reposé sur l'étagère, il s'approcha du bureau et pointa sa baguette sur la plume plantée dans l'encrier. Elle bondit aussitôt sur une feuille et se mit à griffonner un mot pour ombrage. Très lentement, osant à peine respirer, Harry sortit du bureau à reculons, en direction du grand espace qui s'étendait de l'autre côté de la porte. Les fabricants de brochures étaient toujours rassemblés autour du reste du leurre explosif, qui continuait d'émettre des faibles coups de klaxon en laissant échapper de la fumée. Harry se rua dans le couloir, tandis que la jeune sorcière disait à ses collègues « Je parie que ce truc-là s'est échappé de la commission des sortilèges expérimentaux. Ils sont tellement négligents. Vous vous souvenez du canard venimeux ?»« Coucou Eve, comment tu vas ?»« Merci de passer, c'est gentil. Des bisous à toi. » Je vais y perdre la page. Se dirigeant en hâte vers les ascenseurs, Harry révisa son plan. Il était très que le médaillon se trouve ici, au ministère, et tant qu'elle resterait dans une salle d'audience bondée, il n'y avait aucun espoir pour soumettre ombrage à un sortilège qui la forcerait à révéler l'endroit où elle l'avait caché. Leur priorité à présent était de quitter le ministère avant d'être découvert et de refaire une tentative un autre jour. Tout d'abord, ils devaient retrouver Ron. Ensuite, tous deux chercheraient un moyen de sortir Hermione de la salle d'audience. Ah bah écoute-moi, j'ai repris le taf, ça se passe difficilement, mais bon, on est là, hein. Pas le choix. Lorsque l'ascenseur arriva à l'étage, il était vide. Harry sauta dans la cabine et ôta sa cape d'invisibilité pendant la descente. À son grand soulagement, quand l'ascenseur s'arrêta au niveau 2, dans son habituel bruit de ferraille, Ron tremblait et le regard effaré se précipita à l'intérieur. « Bonjour, balbutia-t-il, au moment où l'ascenseur se remettait en marche. Ron, c'est moi, Harry. Harry, par Merlin, j'avais oublié que tu avais cette tête-là. Pourquoi Hermione n'était pas avec toi? Elle a été obligée de descendre dans les salles d'audience avec ombrage. Elle ne pouvait pas refuser et... » Avant que Harry ait pu finir sa phrase, l'ascenseur s'arrêta à nouveau. Les grilles s'ouvrirent et M. Weasley en compagnie d'une sorcière âgée dont les cheveux blonds étaient arrangés dans un chignon si haut qu'il ressemblait à une fourmilière. Merci Eve, courage à toi aussi. Je comprends très bien ce que vous dites, Wangada, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir participer à... Monsieur Weasley s'interrompit. Il venait de remarquer la présence de Harry. Celui-ci éprouva une impression très étrange lorsqu'il vit Monsieur Weasley le regarder avec une véritable aversion. Les portes de l'ascenseur se refermèrent et la cabine reprit sa descente, poursuivant dans ses quatre secondes. Ah, bonjour Reg, dit Monsieur Weasley, qui s'était retourné en entendant le bruit de gouttes d'eau qui tombaient avec régularité de la robe de Ron. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on interroge votre épouse. Que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous tout mouillé? Il pleut dans le bureau de Xaxley, répondit Ron. Il s'était adressé à l'épaule de Monsieur Weasley. Harry était sûr qu'il craignait d'être reconnu par son père si jamais il le regardait dans les yeux. Je n'ai pas réussi à arranger les choses, alors on m'a renvoyé chercher Bernie. Filsworth, c'est ce qu'ils ont dit, je crois. Oui, il y a beaucoup de pluie dans les bureaux ces derniers temps, déclara Monsieur Weasley. Avez-vous essayé Météore Ricanto? C'est celui qui a marché pour Butchley. Météore Bilis Ricanto, murmura Ron. Non, je n'ai pas encore essayé. Ah, je veux dire merci Arthur. Coucou Ravel, comment vas-tu? Les portes de la
l'ascenseur s'ouvrir, la vieille sorcière aux cheveux en forme de fourmilière descendit, et Ron fila à toutes jambes, passant devant elle et disparaissant au loin. Harry s'apprêtait à le suivre lorsque Percy Weasley, plongé dans ses papiers, entra soudain dans la cabine et lui barra le passage. Ce fut seulement lorsque les grilles se refermèrent que Percy s'aperçut de la présence de son père dans l'ascenseur. Il leva les yeux de ses papiers, vit Monsieur Weasley, rougit comme une tomate et quitta la cabine dès que les portes se furent rouvertes. Pour la deuxième fois, Harry essaya de sortir, mais ce fut le bras de Monsieur Weasley qui lui barra le passage. Un instant, Ron. Bah, tout le monde va mal, donc... Ah oui, il y a le tour des cours demain, oui. Oui, moi ça va, j'ai repris le travail. Mais oui. Courage à vous tous, ça va le faire. De toute façon, c'est la dernière ligne droite là, après c'est les vacances, la prochaine, les grandes vacances. Un instant, encore. Les grilles se refermaient, et tandis que l'ascenseur poursuivait sa descente, dans un bruit de ferraille, Monsieur Weasley lança. J'ai entendu dire que vous aviez livré des informations concernant Dirk Creswell. Harry eut l'impression que la désagréable rencontre avec Percy n'était pas la moindre cause de la colère de Monsieur Weasley. Il estima que la meilleure chance de s'en sortir était de jouer les idiots. Pardon, dit-il. Ne faites pas semblant, répliqua Monsieur Weasley d'un ton féroce. Vous l'avez traqué parce qu'il a falsifié son arbre généalogique, n'est-ce pas? Et alors, en admettant que ce soit vrai, eh bien Dirk Creswell est un sorcier 10 fois plus doué que vous, répondit Monsieur Weasley à mi-voix. L'ascenseur s'enfonça davantage dans les étages inférieurs. Et s'il survit à Azkaban, vous aurez des comptes à lui rendre, sans parler de sa femme, de ses fils, de ses amis. Arthur, l'interrompit Harry. Vous savez que vous êtes surveillé. C'est une menace. Corne, interrogea Monsieur Weasley d'une voix sonore. Non, dit Harry, c'est un fait. Il sépit le moindre de vos déplacements. Les grilles s'ouvrirent. Ils étaient arrivés à l'atrium. Monsieur Weasley fusilla Harry du regard et sortit de la cabine. Harry resta immobile, ébranlé. Il aurait préféré prendre la place de quelqu'un d'autre que ce Runcorn. Les portes se refermèrent. Harry mit sur lui la cape d'invisibilité. Il allait essayer de faire sortir Hermione tout seul pendant que Ron s'occupait du bureau plus vieux. Lorsque les portes se rouvrirent, il s'avança dans un corridor au mur de pierre, éclairé par des torches très fines, des couloirs c'est du sol recouvert de moquettes des étages supérieurs. L'ascenseur repartit, et Harry trembla légèrement en contemplant au loin la porte noire qui marquait l'entrée du département des mystères. Sa destination, cependant, n'était pas cette porte, mais l'ouverture dont il se souvenait très bien et qui donnait à gauche sur une volée de marche menant aux salles d'audience. Il descendit précautionneusement en réfléchissant à ses possibilités d'action. Il avait encore 2 leurres explosifs, mais peut-être voudrait-il mieux frapper tout simplement à la porte de la salle. Je suis désolé, il y a une dent qui s'étase. S'il pouvait dire quelques mots en particulier à Mafalda. Bien sûr, il ne savait pas si Roncon était suffisamment important pour que son stratagème réussisse, et même dans ce cas, l'absence prolongée d'Hermione risquerait de déclencher des recherches avant qu'il n'ait eu le temps de sortir du ministère. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas tout de suite le froid anormal qui l'enveloppa soudain, comme s'il pénétrait dans une nappe de brouillard. Le vent s'intensifiait à chaque pas, et il lui descendait droit dans la gorge et lui déchirait les poumons. Il éprouva alors une sensation d'accablement, de désespoir, qui s'insinuait dans tout son corps, l'envahissait, enflait en lui. Des détraqueurs, pensa-t-il. Lorsqu'il atteignit le bas des marches, il tourna à droite, et une vision d'épouvante s'étala sous ses yeux. Le passage obscur, à l'extérieur des salles d'audience, était rempli de hautes silhouettes noires encapuchonnées, le visage complètement dissimulé. On entendait d'autres sons, que leur respiration semblable à un râle,
les sorciers nés moldus, qu'on avait amenés là pour subir un interrogatoire, étaient assis, pétrifiés, tremblants, serrés les uns contre les autres sur des bancs de bois durs. La plupart se cachaient le visage dans les mains, essayant peut-être instinctivement de se protéger de la bouche avide des détraqueurs. Certains étaient accompagnés de leur famille, d'autres restaient seuls. Des pas glissants, les détraqueurs marchaient le long en large devant eux, et le froid, l'accablement, le désespoir s'abattirent sur Harry comme un maléfice. Résiste, se dit-il à lui-même, mais il savait qu'il ne pouvait créer un patronus dans cet endroit sans se démasquer instantanément, et il se contenta de poursuivre son chemin, plus silencieux que possible. À chaque pas, son cerveau semblait s'engourdir un peu plus, mais il se força à penser à Hermione et à Ron, qui avaient besoin de lui. S'avancer au milieu de ces silhouettes noires, qui le dominaient de toute leur hauteur avec quelque chose de terrifiant. Le visage sans regard, caché derrière leur capuchon, se tournait vers lui sur son passage, et il savait qu'il percevait ses sentiments, qu'il sentait en lui une présence humaine, habitée par un certain espoir, une certaine faculté de résistance. Puis, brusquement, dans un bruit terrible qui déchira le silence glacé, la porte de l'un des cachots s'ouvrit à la volée, sur le mur de gauche, et on entendit des cris résonner de l'autre côté. « Non, non, je suis de sang mêlé, je vous le jure, mon père était un sorcier, vous pouvez vérifier, c'était un véritable sorcier. Archie, à Dalton, un ingénieur en balai bien connu, vérifiez, je vous le dis, lâchez-moi, lâchez-moi. » C'est le dernier avertissement, dit alors la voix doucereuse d'Ombrage, amplifiée par la magie pour couvrir les hurlements désespérés de l'accusé. Si vous vous rebellez, vous serez soumis au baiser du détraqueur. Les cris de l'homme s'évanouirent, mais des sanglots retentirent dans un couloir. Bah, prends soin de toi, Eve, du coup, fais ce qu'il faut. Je pourrais parler un petit peu après le live si tu veux. Deux détraqueurs apparus dans l'impasse. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Les cris de l'homme s'évanouirent, mais des sanglots retentirent dans le couloir. Emmenez-le, dit Ombrage. Deux détraqueurs apparurent dans l'encadrement de la porte. Leurs mains putréfiées, couvertes de croûte, se refermaient sur les bras d'un sorcier qui paraissait au bord de l'évanouissement. Ils l'emmenèrent le long du couloir, s'éloignant de leurs pas glissants, et l'obscurité qu'ils traînaient dans leur sillage engloutit le prisonnier. Suivante, Marie Cattermole appela Ombrage. Une petite femme se leva, tremblant de la tête aux pieds, ses cheveux bruns tirés en un chignon. Elle portait une longue robe très simple. Son visage était livide, et Harry la vit frissonner lorsqu'elle passa devant les détraqueurs. Il réagit instinctivement, sans aucun plan préconçu, parce qu'il ne pouvait supporter de la voir entrer seule dans le cachot. Lorsque la porte pivota sur ses gonds pour se refermer, il se glissa dans la salle d'audience derrière la femme. Ce n'était pas la même salle que celle dans laquelle il avait été un jour interrogé pour l'usage abusif de la magie. Celle-ci était beaucoup plus petite, bien que haute de plafond. Elle donnait l'impression étouffante de se retrouver coincée au fond d'un puits. À l'intérieur, d'autres détraqueurs projetaient autour d'eux leur aura glaciale. Ils se tenaient debout, tels des sentinelles sans visage, à chaque coin de la salle, à bonne distance de l'estrade surélevée. C'était là, derrière une balustrade qu'Ombrage était assise avec, d'un côté Xaxley, et de l'autre Hermione, dont le visage paraissait aussi pâle que celui de Miss Cattermole. Au pied de l'estrade, un chat, aux longs poils brillants et argentés, se promenait de long en large, allant, venant, repartant, revenant, et Harry comprit que sa présence était destinée à protéger les procureurs du désespoir qui émanaient des détraqueurs. Seuls les accusés devaient le ressentir, pas leurs accusateurs.
j'habiterai après, j'arrête, donc t'inquiète pas, je serai là. Mais oui, au pire, enfin, je sais pas, réveille tes parents s'ils sont là et tout, quoi, s'il y a besoin. Asseyez-vous, dit Ombrage de sa voix douce, veloutée. Miss Cattermole avança d'un pas vacillant vers le siège unique, installé au milieu de la salle, au bas de l'estrade. Dès qu'elle se fut assise, des chaînes jaillirent dans un cliquetis en bas du fauteuil et l'immobilisèrent. Vous vous appelez bien Marie-Elisabeth Cattermole, demanda Ombrage. Madame Cattermole acquiesça d'un signe de tête tremblant. Épouse de Reginald Cattermole du département de la maintenance magique. Madame Cattermole fondit en larmes. Je ne sais pas où il est, il devait me retrouver ici. Ombrage ne lui prêta aucune attention. Mère de Miesi, Ellie et Alfred Cattermole. Madame Cattermole sanglota de plus belle. Merde. Bah oui, voilà, Anna a raison. Ils ont peur. Ils croient que je ne vais peut-être pas revenir. Épargnez-nous de vos pleurnicheries, lança Xaxley. La marmaille de sang de pourpre ne nous inspire aucune compassion. Les sanglots de Madame Cattermole couvrirent les bruits de pas de Harry, qui s'approcha précautionneusement des marches donnant accès à l'estrade. Dès qu'il eut franchi l'endroit où patrouillait le patronus en forme de chat, il sentit un changement de température. L'atmosphère devenait tiède, agréable, dans cette prairie partie de la salle. Le patronus, il en était sûr, était celui d'Ombrage, et s'il brillait d'un tel éclat, c'était qu'elle se sentait heureuse ici, dans son élément, appliquant des lois tordues qu'elle avait elle-même contribué à rédiger. Lentement, avec la plus grande prudence, il s'avança sur l'estrade dans le dos d'Ombrage, de Xaxley et d'Hermione, puis s'assit sur une chaise derrière celle-ci. Il craignait de la faire sursauter. Tout d'abord, il pensait jeter le sortilège d'assourdiato sur Ombrage et Xaxley, mais le simple fait de murmurer la formule pouvait alarmer Hermione. Ombrage haussa la voix pour s'adresser à Mrs. Cattermole, et Harry saisit alors sa chance. « Je suis derrière toi, » murmura-t-il à l'oreille d'Hermione. Comme il s'y était attendu, elle sursauta si violemment qu'elle faillit renverser la bouteille d'encre avec laquelle elle était censée consigner l'interrogatoire. Mais Ombrage et Xaxley, tous deux concentrés sur Madame Cattermole, ne remarqueraient rien. Aujourd'hui, à votre arrivée au ministère, une baguette magique vous a été confisquée, Madame Cattermole, déclara Ombrage. 21 cm 8, bois de cerisier, grain de licorne. Reconnaissez-vous cette description? Madame Cattermole acquiesça d'un signe de tête, s'essuyant les yeux, à l'aide de sa manche. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire à quel sorcier ou sorcière a pris cette baguette? J'ai pris, sanglota Madame Cattermole. Je ne l'ai prise à personne. Je l'ai achetée quand j'avais 11 ans. Elle m'a choisi. Elle pleura de plus belle. Ombrage émit un petit rire de fillette qui donna à Harry l'envie de l'attaquer. Elle se pencha en avant, par-dessus la balustrade pour mieux observer sa victime, et un objet en or accroché à son cou se mit alors à se balancer dans le vide, le médaillon. Bah, de toute façon, j'imagine que quand le Samu va arriver, ça va les réveiller, donc autant qu'il soit pas surpris et qu'il soit là pour toi quand t'en as besoin en fait. Hermione le vit et laissa échapper un petit couinement, mais Ombrage et Xaxley, absorbés par leur proie, restaient sourds à toute autre chose. Non, dit Ombrage, non, je ne crois pas, Madame Cattermole. Les baguettes ne choisissent que des sorcières et des sorciers. Or, vous n'êtes pas une sorcière. J'ai ici les réponses au questionnaire qui vous a été adressé. Mafalda, passez-les-moi. Bah oui, du coup. Bah oui, voilà, autant qu'ils soient réveillés par toi, je pense qu'ils préparent. Oui, toi qui leur demande de l'aide.
SAMU qui va frapper la porte. Je pense que c'est mieux, quoi. Ombrage tendit sa petite main. En cet instant, elle ressemblait tellement à un crapaud que Harry fut surpris de voir que les doigts courts et boudinés n'étaient pas palmés. Hermione, sous le choc, avait les mains qui tremblaient. Elle fouilla maladroitement dans une pile de documents posés en équilibre sur une chaise à côté d'elle et en retira enfin une liasse de parchemins sur laquelle était écrit le nom de Madame Cattermole. C'est joli ça, Dolores, dit-elle, en montrant le pendentif qui brillait sur le chapeau du chemisier d'Ombrage. Quoi? Car Ombrage d'un ton sec. Elle baissa les yeux. Ah oui, c'est un vieux souvenir de famille, expliqua-t-elle, tapotant le médaillon qui pendait en abondant sur son abondante poitrine. Je me rappelle pas de ça. Le S est l'initiale de Selwyn. Je suis parent de Selwyn. En plus que moi. En fait, il n'y a guère de famille de sang pur avec lesquelles je n'ai pas de lien de parenté. Dommage, poursuivit-elle tandis qu'elle feuilletait le questionnaire rempli par Madame Cattermole, qu'on ne puisse pas dire autant de votre sujet. Profession des parents, champs de fruits et légumes. Xaxley eut un rire moqueur. Au-dessous du chat d'argent au pelage touffu, continuait de marcher de long en large et les détraqueurs étaient toujours postés aux quatre coins de la salle. Ouais, voilà, n'hésite pas, en tout cas. Ce fut le mensonge d'Ombrage qui fit monter le sang à la tête de Harry, qui effaçait en lui tout souci de prudence. Il ne supportait pas que le médaillon, confisqué à un petit voleur en guise de dessous de table, lui serve à se vanter de sa lignée de sang pur. Il brandit sa baguette, sans même prendre de précaution de la maintenir cachée sous sa cape d'invisibilité, et lança, en stupéfixe, un éclair de lumière rouge jaillit. Je savais ça. Son front heurta le bord de la balustrade. Les papiers de Madame Cattermole glissèrent de ses genoux et tombèrent sur le sol. Au pied de l'estrade, le chat argenté disparut. Aussitôt, un air glacé s'abattit sur eux comme une rafale de vent. Xaxley, désorienté, chercha autour de lui la source de ce désordre et vit la mince encore de Harry pointer sur lui une baguette magique. Il tenta de tirer sa propre baguette, mais trop tard, stupéfixe. Xaxley s'effondra par terre, le corps recroquevillé. Harry, Hermione, si tu crois que j'allais rester assis, elle a laissé prétendre que Harry, Madame Cattermole. Harry fit volte-face, jetant sa cape d'invisibilité. En bas, dans la salle des détraqueurs avaient quitté leur coin et s'avançaient de leurs pas glissant vers la femme enchaînée au siège des accusés. Était-ce parce que le patronus avait disparu, ou parce qu'ils avaient senti que leur maître ne contrôlait plus la situation? En tout cas, ils avaient abandonné toute retenue. Madame Cattermole poussa un horrible cri de terreur lorsqu'une main visqueuse, couverte de croûte, l'attrapa par le menton et rejeta sa tête en arrière. Spero Patronum, le cerf argenté jaillit de la baguette de Harry et bondit sur les détraqueurs qui reculèrent et se fondirent à nouveau dans l'ombre. Le cerf galopa tout autour de la salle, et sa clarté, plus puissante, plus ardente que la projection du chat, réchauffa le cachot tout entier. Prends leur crux, dit Harry et Hermione. Après avoir fourré sa cape d'invisibilité dans son sac, il dévala les marches qui descendaient l'estrade et s'approchait de Madame Cattermole. Vous, murmura-t-elle en le dévisageant. Mais que c'est vous qui vouliez que je sois interrogée. Vraiment, pardon. Qui tirait sur les chaînes pour essayer de la libérer. Eh bien, j'ai changé d'avis, dit Findo, mais rien ne se produisit. Hermione, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ces chaînes? Attends, je suis en train d'essayer quelque chose. Hermione, on est cerné par les détraqueurs. Je sais, Harry, mais si elle voit que le médaillon a disparu quand elle se réveillera, il faut que j'en fabrique un double. Gémino, voilà. Elle devrait s'y laisser prendre. Hermione courut à son tour, en bas des marches. Voyons. Las Basques. Les chaînes cliquetirent et rentrèrent dans les bras du fauteuil.
Madame Cattermole avait l'air toujours aussi terrorisée. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Vous allez partir avec nous, répondit Harry en se relevant. Rentrez chez vous, prenez vos enfants et allez-vous-en. Quittez le pays s'il le faut. Déguisez-vous et fuyez. Vous avez vu ce qu'il se passe. Vous n'aurez jamais droit à une justice ici. Harry, comment allons-nous sortir avec tous ces détraqueurs qui attendent devant la porte demanda Hermione. Des patronus, répondit Harry. Il pointa sa baguette vers le sien. Le cerf ralentit l'allure et marcha en bas de direction de la porte, brillant toujours d'un éclat étincelant. Autant de patronus que nous pouvons en créer. Le tien, Hermione. Spero patronum, c'est Hermione. Mais ce fut sans succès. C'est le seul sortilège qu'elle ait du mal à réussir, expliqua Harry à Madame Cattermole abasourdie. Pas de chance. Allez, Hermione. Spero patronum. Une loutre argentée surgit alors à l'extrémité de la baguette d'Hermione et s'envola avec grâce pour rejoindre le cerf. Venez, dit Harry. Il entraîna Hermione et Madame Cattermole vers la porte. Lorsque les patronus émergèrent de la salle, il y eut des cris de stupeur parmi ceux qui attendaient à l'extérieur. Harry regarda autour de lui. Les détraqueurs reculaient des deux côtés, se fondant dans l'obscurité, se dispensant devant les créatures argentées. Il a été décidé que vous devriez tous rentrer chez vous et vous cacher avec vos familles, annonça Harry au sorcier Némoldu, ébloui par la clarté des patronus, et toujours un peu craintif. Partez pour l'étranger si vous le pouvez. Éloignez-vous le plus possible du ministère, c'est la nouvelle position officielle. Si vous suivez les patronus, vous pouvez quitter l'atrium. Ils parvinrent à remonter les marches de pierre sans que personne ne les arrête. Mais lorsqu'ils approchèrent des ascenseurs, Harry commença à s'inquiéter. S'il débarquait dans l'atrium avec un cerf argenté, une loutre qui volait à ses côtés et une vingtaine de personnes dont les moitiés étaient accusées d'être des Némoldus, il risquait fort d'attirer sur eux une attention intempestive. Il venait d'en arriver à cette fâcheuse conclusion lorsque l'ascenseur s'arrêta à leur étage. S'écria Madame Cattermole. Elle se jeta dans les bras de Ron. Runcorn m'a laissé sortir. Il a attaqué Ombrage ex-Axley. Il a conseillé à tout le monde de quitter le pays. Je crois qu'on devrait le faire, Reg. Je le crois vraiment. J'en-nous de rentrer à la maison pour chercher les enfants. Et pourquoi tu es tout mouillé? C'est de l'eau, marmonna Ron en se libérant de son étreinte. Harry, ils savent qu'il y a des intrus dans le ministère à cause d'un trou dans la porte du bureau d'Ombrage. Je pense que nous avons encore 5 minutes si... Le patronus d'Hermione se volatilisa en un petit pop, tandis qu'elle se tournait vers Harry, l'air horrifié. Harry, si nous sommes coincés ici, ça n'arrivera pas si on se dépêche, répliqua Harry. Il se retourna vers le groupe de sorciers silencieux qui le regardaient bouche bée. Quels sont ceux qui ont une baguette? La moitié d'entre eux leva la main. Bon, chacun de ceux qui n'ont pas de baguette se mette avec quelqu'un qui en a une. Nous devons être rapides avant qu'il ne nous arrête. Venez. Ils parviennent à s'entasser dans les deux des ascenseurs. Le patronus de Harry monta la garde devant les grilles dorées qui se refermèrent. Les ascenseurs commencèrent à monter. Ni vous, dit la voix froide de la sorcière. L'atrium. Harry sut aussitôt que les ennuis commençaient. L'atrium était rempli de sorciers qui allaient de cheminée en cheminée pour en condamner l'accès. Harry, Queen, qu'est-ce qu'on va? Stop. La voix puissante de Runcorn résonna dans tout le hall. Les sorciers qui s'affairaient devant les cheminées se figèrent. Suivez-moi, murmura-t-il au groupe des Némoldus, terrifiés qui s'avançaient, serrés les uns contre les autres sur la conduite de Ron et d'Hermione. Que se passe-t-il, Albert? Demanda le sorcier, au front dégarni qui était sorti de la cheminée derrière Harry à son arrivée dans l'atrium. Il paraissait nerveux. Tous ces gens-là doivent partir avant que vous ne fermiez les issues, déclara avec le ton de l'autorité, avec toute l'autorité dont il était capable. Devant lui, les sorciers échangèrent des regards. Nous avons reçu l'ordre de sceller toutes les cheminées et de ne laisser personne. Seriez-vous en train de me contredire? Tempêta Harry. Vous voulez sans doute que je soumette à l'examen votre arbre généalogique, comme j'ai fait avec celui de Dick Criswell.
désolé, balbutina le sorcier au front dégarni, battant en retraite. Je ne voulais rien dire. Je croyais qu'il devait être interrogé et leur sang est pur, trancha Harry, sa voix grave retentissant dans le hall d'une manière impressionnante, plus pur que celui de beaucoup d'entre vous. Et je n'hésite pas à l'affirmer. Vous pouvez partir, ajouta-t-il d'une voix très sonore, à l'adresse des Némoldus, qui se précipitaient vers la cheminée et commençaient à disparaître de par deux. Les sorciers du ministère se tenaient en retraite, certains perplexes, d'autres effrayés ou indignés, puis Marie. Madame Cattermole jeta un coup d'œil derrière elle. Le véritable Reg Cattermole, qui ne vomissait plus, mais restait pâle et défait, de sortir d'un ascenseur. Reg. Elle regarda son mari, puis Ron, qui poussa un juron sonore. Le sorcier au front dégarni ouvrit grand la bouche, sa tête tournant alternativement vers l'un et l'autre des deux Reg Cattermole, dans un ridicule mouvement de va-et-vient. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Bloquez la sortie, bloquez tout. Xaxley avait surgi d'un autre ascenseur et se précipitait vers l'endroit où s'était trouvé le groupe de Némoldus qui, à présent, avaient tous réussi à disparaître dans les cheminées, à l'exception de Madame Cattermole. Lorsque leur sorcier, au fond dégarni, leva sa baguette, Harry brandit un énorme bout et le frappa en plein visage, le projetant dans les airs. Xaxley, il a été des Némoldus à s'enfuir, s'écria. Il y a eu parmi les collègues du sorcier dégarni une véritable tumulte de protestations que Ron mit à profit pour entraîner Madame Cattermole dans la cheminée encore ouverte et disparaître avec elle. Déconcerté, Xaxley retourna tour à tour entre Harry et le sorcier assommé, tandis que le véritable Reg Cattermole hurlait. « Ma femme! Qui était avec ma femme? Qu'est-ce qui se passe ?» Harry vit Xaxley tourner la tête. La vérité commençait à faire jour sur son visage, au trait grossier. « Viens !» lança Harry. Il la saisit la main, et tous deux sautèrent ensemble dans la cheminée, au moment où le maléfice que leur lançait Xaxley sifflait au-dessus de la tête de Harry. Pendant quelques secondes, ils pivotèrent sur eux-mêmes avant de jaillir d'un siège de toilette dans l'une des cabines. Harry ouvrit la porte à la volée, près des lavabos, continuait de se débattre avec Madame Cattermole. « Reg, je ne comprends pas. Lâchez-moi, je ne suis pas votre mari. Il faut que vous retourniez chez vous. » Il y eut un bruit dans les cabines situées derrière. Harry se retourna. Xaxley venait d'apparaître. « Vilain !» hurla Harry. Il attrapa la main d'Hermione et le bras de Ron. L'obscurité les engloutit et ils eurent la sensation d'être serrés dans des gouttelettes, mais quelque chose se passait mal. La main d'Hermione semblait glisser dans la sienne. Il se demanda s'il n'allait pas étouffer. Il ne parvenait plus à respirer ni à voir. Les seuls éléments solides qui existaient encore étaient le bras de Ron et les doigts d'Hermione qu'il sentait glisser lentement. Il distingua alors la porte du 12 Square Grimmauld, avec son heurtoir en forme de serpent. Mais avant qu'il ait pu reprendre son souffle, il entendit un cri et un véritable éclair de lumière violette. La main d'Hermione se referma soudain sur la sienne avec la force d'un étau, et les ténèbres l'aspirèrent à nouveau. Et voilà, c'est tout pour ce soir les loulous. J'avoue, c'est une fin de chapitre horrible, hein, vraiment. J'ai envie de savoir la suite, mais bah écoutez, ce sera pour... je sais pas. Normalement c'est mardi la suite si tout va bien. Donc voilà, on se retrouve mardi. Et puis ben, en attendant, je vous fais tout plein de bisous. Surtout prenez soin de vous. Et puis voilà quoi, je fais pas de raid. On va rester entre nous ce soir. Des bisous à vous, à bientôt. Enfin, j'ai pas mangé, je vais